Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panache. C'est un bonheur de vous retrouver à nouveau cette saison avec un invité que je suis ravi de vous présenter. On reçoit aujourd'hui un très grand champion qui a réussi l'exploit de remettre de la hype, de la lumière sur la boxe pied-point en France. Monsieur Alexis Nicolas. Salut Alexis, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Je suis ravi de te recevoir. Avant de démarrer cet entretien, vous en avez l'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. Et pour démarrer cette interview, je voulais te montrer une photo. Alors c'est une photo évidemment que tu connais par cœur, mais qui aujourd'hui a peut-être beaucoup de sens ou une double histoire pour toi. C'est celle-là, je sais que tu la connais évidemment. Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette photo, sachant que c'est une ceinture que tu as gagnée, c'est la plus prestigieuse clairement sur la boxe pied-point. Tu l'as perdue malheureusement, on va revenir dessus il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est des sentiments mêlés. Qu'est-ce que c'est pour toi cette ceinture ? Juste pour revenir à ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas perdue, je l'ai prêtée. Donc elle va bientôt revenir, c'est qu'une question de temps. Très bien. Mais c'est une magnifique photo, non pas parce que je suis dessus, mais parce qu'elle symbolise tellement de choses. Elle symbolise ma fierté, mon travail et aussi un rêve. Mais un rêve qui est devenu commun et qui est partagé par toutes les personnes qui me suivent depuis plus de 12 ans maintenant. Donc cette ceinture, on va en parler. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, c'est un exploit monumental. Il signe à 25 ans une ceinture que tout le monde rêverait d'avoir. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on fait à 25 ans pour glaner un tel titre ? Et on va revenir à l'enfance. Tu as grandi à Paris, quartier La Banane, quartier bien connu. Elle était comment ton enfance à La Banane ? Elle était assez particulière. Donc je parle souvent de mes origines, mais parce que ça part de là. Ouais. Donc j'ai une mère qui est d'origine algérienne, née en France. Un père, lui, haïtien, né à Haïti. Et ma mère a été, malheureusement et heureusement, je ne sais pas, mais a été adoptée par des parents français. Okay. Donc ça fait que j'ai une double culture et même une triple culture qui fait que j'ai grandi dans ce quartier-là de La Banane, quartier populaire avec une grande mixité et avec des grands-parents français. Donc ils m'ont fait vraiment découvrir la culture française et voilà. Il y avait cette différence un petit peu financière et même statutaire entre mes grands-parents et ma mère. Donc c'est vrai que tout ça, c'était assez compliqué à gérer, mais ça a vraiment fait ce que je suis. Et donc vraiment, ma grand-mère était institutrice, par exemple. Okay. Tous les tics de langue un petit peu du quartier, c'est vraiment ça qui fait que je m'exprime comme ça aujourd'hui, parce qu'elle a vraiment travaillé sur ça. Les en fait, les tics verbaux, ça, elle n'en voulait pas. Et voilà, il y avait un petit peu le quartier aussi qui a fait... ce côté un petit peu plus urbain que je suis. Mais je trouve que c'est un sujet passionnant parce que justement, on voit à quel point la mixité, cette triple culture, mais avec aussi des bases solides, bien ancrées, avec tes grands-parents français, t'ont enrichi et à quel point, quand tout est bien aligné, ajusté, on arrive à avoir un être comme toi qui arrive à être hyper performant parce que la performance sportive, tu me corriges si je me trompe, mais c'est pas que la force de tes points, c'est aussi, je pense, une mentalité, un mindset et une éducation. Tu te sens beaucoup plus riche et beaucoup plus fort d'avoir bénéficié de cette triple culture aussi ? Bien sûr, ça fait de moi un caméléon, comme j'aime bien dire. Ça fait que je peux me glisser partout. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, parce que pour moi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui aussi. Mais c'est vrai que j'ai retranscrit tout ce qui se passe, on va dire, cette diversité dans mon sport et cette adaptation aussi. En réalité, j'ai su prendre un petit peu de partout pour pouvoir faire ce que je suis. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Saladin Parnasse, donc, que tu connais bien, on voit sur les réseaux sociaux, s'il ne fait pas un post avec les deux drapeaux, il y a la communauté marocaine qui va lui tomber dessus. À l'inverse, s'il fait le post qu'avec le drapeau marocain, c'est la communauté des Français un peu plus de souche qui vont dire « Ah, c'est pas normal ». Benoît Saint-Denis, on voit tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis, tu as un Morgan qui chantait la Marseillaise et qui met tout le monde d'accord. C'est compliqué de parler des origines, de son amour du pays. C'est très compliqué parce que à être métissé, on est accepté partout et nulle part en même temps. Et ça, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, je représente la France lorsque je boxe au One Championship. Et c'est vrai que du coup, la communauté haïtienne, la communauté algérienne ne sont pas forcément contentes que je ne les ai pas représentées. Mais c'est vrai que lorsque je les représente, du coup, du fait que je sois né en France, que j'ai une éducation française et pas assez étrangère d'après eux, je suis exclu par d'autres personnes. Et pareil en France, lorsque je représente le drapeau français, on est très fiers de ce que je suis, mais on me dit que je suis coloré, on me dit que mes cheveux sont bouclés. Et du coup, tout le monde n'est pas... On ne fera jamais l'unanimité. Le créateur lui-même ne fait pas l'unanimité, alors je ne cherche vraiment pas à le faire. Je cherche juste à rendre fiers les gens qui m'aiment et faire les choses pour mes proches et ma famille. En vrai de vrai, le reste...
ça m'est un peu égal. Je pense qu'on ne fera pas mieux comme réponse sur ce sujet-là. Toujours sur ton enfance, donc c'est ta maman qui a un rôle clé fondamental dans toute ta vie. Donc tu as grandi avec l'absence du père, hein, donc sans père. Est-ce que, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais est-ce que inconsciemment, le fait que tu te diriges vers les sports de combat, c'était pas aussi pour devenir un peu peut-être l'homme fort du foyer, ou ta direction vers les sports de combat, elle a absolument rien à voir? Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu comme ça quelque part? On est 5, donc vous êtes 5, okay. J'ai 2 sœurs et 2 frères. Okay. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai grandi avec l'absence d'un père ou avec la présence de figures paternelles assez controversées. Ouais. Mais en réalité, peut-être dans l'inconscient, ça s'est fait comme ça. En fait, pour moi, la boxe, je le figurise... je donne la figure paternelle. Pour moi, c'est la boxe vraiment qui m'a éduqué. Okay. Je la personnifie vraiment par... c'est la boxe mon père, en vrai, tu vois. Parce que ça m'a permis vraiment de m'ouvrir sur plein de choses. Ça m'a éduqué. Mais ça s'est fait inconsciemment, en tout cas. Et à la base, c'était juste pour rester avec des amis et pouvoir justement échapper au foyer, au foyer familial pour pouvoir... ça se passe comment à l'école à ce moment-là, dans ta vie? À l'école, en fait, je crains ma mère pas par la violence, mais par la peur de la décevoir. Ok. Donc j'avais trop peur. J'avais peur de la décevoir. Je voulais pas qu'elle soit triste. Je voulais pas la rendre plus triste que ce qu'elle avait pu être, etc. Ok. Et même en réalité, elle m'a toujours inculqué cette notion de travail. Et j'étais un petit malin. On va pas se mentir. J'étais un petit malin, un peu comme à la boxe, je dirais. Okay. J'étais un petit malin. J'avais pas besoin de travailler énormément. Mais bon, ce manque de travail-là, il a ses limites-là. Donc pendant des années, j'avais des résultats plus que corrects et je m'en sortais bien. Et à un moment, malheureusement, quand on commence à passer à la fin du collège, plus en gros, j'aime bien rire, bavardage, mention bavardage, etc. Donc ça devenait un peu compliqué. Okay. Et du fait de ne pas avoir travaillé étant plus jeune, ça fait que j'avais pas cette méthodologie du travail. Et du coup, les résultats ont baissé. Je sais pas pourquoi on bascule tous à cet âge-là, les garçons. C'est le travail, c'est le travail. Et c'est comme en boxe, en réalité, là, on parle de la personne que je suis, mais je l'ai bien compris à travers la boxe. À un moment, sans travail, on atteint certaines limites. Il n'y a que le travail qui peut nous permettre d'atteindre un certain niveau. Alors justement, la boxe, y a tout un tas de boxe dans les quartiers populaires. On a sur le club de boxe taille de kick. Toi, tu vas vers la ABF, qui est peut-être pas la plus sexy apparemment, mais qui est certainement, mais on va en parler, la plus technique, celle qui forme sans doute le mieux les combattants. Pourquoi la ABF? En réalité, c'est pas moi qui suis allé c'est pas moi qui ai dragué la BF parce que c'était sexy ou pas, c'est elle qui est venue vers moi. Dans le sens où c'était le seul club, je connaissais rien à la boxe moi. Déjà pour commencer, je connaissais rien du tout au sport de combat. Je regardais un peu l'UFC quand j'étais petit sur RTL 9, mais à partir de ça, il n'y a rien d'autre. Et du coup, j'étais avec des amis dans la cour de récréation. Ils m'ont dit, Alexis, on va faire de la boxe dans ce club-là, tu viens? Je dis ouais. Et ça s'est fait comme... Je savais ni quelle boxe, ni qui... D'accord, ok. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très sexy. Hein. Enfin, après, les couleurs, ça se discute pas. Peut-être qu'il y en a qui s'appelaient. Mais c'est les petites tenues intégrales là, qui sont plutôt dérangeantes. Ouais. Et alors du coup, à quel âge t'as quand tu commences la BF? J'ai 14 ans, donc en plus de ça, c'est l'âge auquel on veut s'affirmer, c'est compliqué. La première fois que tu mets la tenue, là, t'étais comment? Il y a le regard des autres? On m'a piégé. On m'a piégé, tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, de vrai, on m'en a jamais parlé de cette tenue. Ah, tu savais pas? Je savais pas, je ne connaissais rien à ce sport. Donc j'ai commencé à boxer, tout se passe bien, on rigole, on se donne des coups de poing, on se donne des coups de pied. La première chose qui m'avait interpellé en boxe française, c'était la chaussure, qui était assez particulière. Mais en dehors de ça, je connaissais rien. Et puis après, viennent les premiers interclubs, les premières mensurations qu'on me demande de prendre, etc. Et là, je me dis, ah ouais, là, qu'est-ce qui se passe? Et on vient avec une intégrale. À la base, c'est une salopette, noir et rouge en plus, comme les Arlequins. Et là, je me dis, mais je vais jamais mettre ça, mon quartier va jamais venir. Et à partir de là, les gars de mon quartier ne sont jamais venus me voir boxer dans les débuts. C'était impossible. C'est incroyable. Mais du coup, est-ce que tu t'es dit, bon, je vais dans un club de kick ou de taille à côté, ou tu avais quand même le goût Bah, il y avait une certaine attache. Parce qu'ils ont été malins quand même avant de me faire enfiler cette tenue. Ils l'ont pas montré tout de suite. Ils m'ont pas montré tout de suite. Ça a pris du temps. Donc, au Copier Sportif, avec Youssef et Isabelle Guignon, qui sont des membres de ma famille aujourd'hui. Mais non, ça s'est fait petit à petit. Mais je pense même pas qu'ils l'ont fait exprès. C'était vraiment... pour eux, c'était banal. Donc en vrai, petit à petit, chaque chose en son temps. Ouais, c'est marrant. Alors justement, j'en profite, on en parlait un peu avant. Je voulais passer un grand bonjour à un monsieur qui s'appelle Ludovic Petet, qui était le cadre technique à mon époque dans le 93 de boxe française, qui est maintenant à Paris, voilà, qui est un formateur assez incroyable et qui avait su, moi, me faire comprendre à quel point la BF était technique et pouvait former. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette boxe, par rapport aux autres? C'est une boxe qui est très, très, très codifiée, voire trop pour certaines personnes, et c'est ce qui filtre en réalité les boxeurs, dans le sens où les coups de pied doivent être armés. On n'a pas le droit au coup de tibia, donc on doit frapper uniquement avec le pied, et on a une chaussure, ce qui fait que c'est une boxe d'évitement.
puisqu'on doit gérer la distance, on ne peut pas frapper avec le tibia ni bloquer. Ça fait qu'on doit davantage se déplacer et c'est ce qui fait la boxe que j'ai aujourd'hui un peu plus une boxe d'échecs, comme un jeu d'échecs si tu veux, de la stratégie. Ok. Tu pars vite en compétition, c'est de l'assaut ou tu vas sur des coups portés plein pot tout de suite? Donc j'ai commencé à 14 ans la boxe, première compétition à 15 ans. À 15 ans c'est de l'assaut éducatif, donc, mais j'ai cette rage en moi en fait. Toute mon histoire, c'est comme si tout ressortait à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir appuyer un peu plus les coups. Mais j'ai quand même dû me structurer et je suis devenu assez technique et très technique. Puisque je suis devenu. La première année, je me suis fait rétamer. J'ai boxé des gars, ils m'ont tous tapé. D'accord. Et l'année d'après, par contre, justement, premier échec, c'était le premier échec pour moi, premier goût de la défaite. Je voulais plus jamais revivre ça. Et je deviens champion du monde cadet. Donc c'est un exploit déjà. Ouais, bien sûr. En même pas 2 ans de boxe. Et voilà, en assaut toujours. Ton parcours, il est impressionnant. C'est que quand tu t'es mis dedans, tu as tout raflé. T'as rien laissé à personne. Champion de France, d'Europe, champion du monde. Donc ça, c'est assez impressionnant parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont commencé bien avant toi. Tu as eu une révélation, un déclic. Qu'est-ce qui fait que tu as tout explosé comme ça si vite? Non, c'est la seule chose dans ma vie dans laquelle je me suis investi à 100%. Et je me rends compte que quand je fais les choses sérieusement, j'y arrive. Et des fois, j'ai l'impression d'être fou parce que quand je dis à quelqu'un que je vais faire quelque chose, je le fais. Et dans ma vie, ça s'est toujours passé comme ça. J'ai le don de faire ce que je dis et pas dire ce que je fais. D'accord. Tant mieux. D'accord. Tout se passe super bien. Et puis en 2019, toi, pour de vrai, tu te fais la fameuse blessure des ligaments croisés. Comment elle se passe cette période de ta vie? C'est un gros coup de massue. Cette blessure, c'est vrai que c'est une remise en question. Déjà que je ne vivais pas de mon sport, que j'étais en plein doute. Certes, j'excellais sportivement, mais il n'y avait aucune réelle rentrée d'argent. J'avais aucun changement statutaire. Ma vie sociale ne changeait pas. Et vient cette blessure. Donc à partir de là, grosse remise en question. Mais j'ai cette force mentale de me dire que c'est un challenge de plus. Et puis dans ma vie, j'ai toujours été... On voit... la victoire, mais j'ai toujours été éprouvé à travers tout ce que j'ai fait. Et j'ai toujours dû faire énormément de travail pour réussir à faire ce que je disais. Donc, gros coup dur, mais j'ai pris ça comme un nouveau challenge. Elle t'a fait grandir cette blessure? Bien sûr, elle m'a fait grandir parce que ça te fait réaliser qu'à tout moment, tout peut s'arrêter, de ne pas prendre la grosse tête, rester humble, quelque chose qui est très très présent chez moi déjà, mais d'autant plus que tout peut... La seule chose qui peut me stopper actuellement, en réalité, c'est une blessure. Bon, écoute, même aujourd'hui encore. On va toucher... on touche du bois. tout le bois. Mais en réalité, en dehors de toucher du bois, les superstitions sont présentes dans notre société et c'est important. Mais voilà, il faut aussi se donner les moyens de ne pas se blesser. Quand je me suis blessé, je sais pourquoi. C'était je revenais de centre de formation à Toulouse, un Krebs. J'avais retrouvé pas mal de travers auxquels j'avais voulu échapper justement en partant dans le sud de la France. Je dormais tard, je traînais avec mes potes, je retrouvais la belle vie, etc. Et je dormais tard, j'allais m'entraîner tôt, avec la fatigue, etc. En réalité, l'hygiène de vie fait beaucoup. Bien sûr. D'accord. Et donc là, du coup, ça, t'as mis ça... Maintenant que je suis à ce niveau-là de boxe, je veux pas vendre du rêve aux gens en disant oui, sacrifiez votre vie. Et non, j'aime profiter de la vie, je pense que ça se sait, ça se voit dans ce que je suis. Mais maintenant, je structure mon mode de vie. C'est-à-dire que si je veux profiter, je profite et je me restreins pas dans mes profits, dans mon mode de vie. Mais par contre, quand je dois faire quelque chose, je me donne les moyens de bien les faire. Alors, tu m'offres une super passerelle. Tu sais qu'on a reçu des questions d'internautes. On a essayé de sélectionner des profils un peu différents. Voilà. Et donc, il y en a une qui colle très très bien avec ce qu'on est en train de raconter. Je te laisse regarder, c'est Mathis. Bonjour, alors moi c'est Mathis et je voulais savoir quelles sont tes routines d'entraînement et à combien de fois tu t'entraînes chaque semaine pour réaliser tous ces exploits en kickboxing. Merci. Voilà, Mathis, c'est basique, mais c'est vrai que le rythme d'un champion comme toi, c'est quoi aujourd'hui? Salut Mathis, merci de ta question, je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, je m'entraîne 2 fois par jour, du lundi au vendredi, matin et soir, donc 10h midi et 18h 20h. C'est un rythme de vie assez imposant, c'est mon travail. C'est ton travail. C'est mon travail. Donc, dans ces entraînements-là, il va y avoir de la préparation physique, il va y avoir... Ça, c'est propre à moi. Et donc voilà, je m'entraîne 2h le matin, 2h l'après-midi.
Il faut savoir, voilà, pour l'anecdote, moi, j'ai jamais fait de réel test sur ça, Ouais. mais c'est quelque chose qui est revenu. Je pense que j'ai des troubles du comportement. D'accord. Des réels troubles du comportement et de la concentration qui étaient déjà présentes lors de ma classe, à l'école. Et je ne peux pas m'entraîner plus d'une heure, 1h30. Sans après on me perd. Après on me perd, je fais des blagues, je t'embête, je donne des coups de pied là où je dois pas te donner des coups de pied. Mais ouais, j'ai besoin vraiment de ce 1h, 1h30 où je peux donner 100% de ma capacité. Ouais, et après ça, on me perd. Faut pas me demander. D'accord. Mais c'est bien que tu aies pu le capter, ça, pour travailler peut-être plus spécifiquement. Exactement. Ça, c'est ta routine ou ça va un peu crescendo sur une période de préparation? Non, c'est ma routine. Les 2 entraînements par jour, du lundi au vendredi, c'est ma routine. Quoi qu'il arrive. Juste après un combat, par contre, je me repose un petit peu. Mais là, j'ai repris l'entraînement, c'est matin et soir. Et après, il y a les fractionnés pistes du samedi matin. Ah, oui. Celui-là, c'est en camp d'entraînement. Celui-là, je les laisse. Sinon, Tu l'as testé, celui de notre ami Hatch, ou pas? T'es déjà allé J'ai déjà couru avec Saladin. J'ai déjà couru avec Saladin, justement, en sortant des ligaments croisés, carrément. Il court très bien. Je m'en sors bien. Très bien. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le roi de la piste. Ouais, il cavale. C'est un athlète en réalité. Il est impressionnant. Ouais. Moi, j'ai ton attaché de presse qui me souffle à l'oreille qu'en plus de tout ça, tu cours aussi. Donc, tu es un hyperactif en vrai aussi. Ouais, je pense ça. Je sais pas. Franchement, je me découvre encore un petit peu. Mais il y a moyen que j'ai des troubles hyperactifs aussi. J'ai pas mal de troubles. De toute façon, je pense qu'il faut être troublé pour faire ce genre de sport à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je cours aussi. Et lorsque j'ai pas ma dose de sport, c'est vrai que je peux vite devenir infernal, soit nerveusement, soit je suis trop chiant. Je suis vraiment quelqu'un de très chiant. Faut pas me côtoyer au quotidien. Je suis chiant. Ok. Alors du coup, on l'a introduit un peu, on a parlé du confinement, mais comment tu as géré cette période? Parce que tu sors de la blessure, tu es évidemment restreint dans tes entraînements. Elle est comment ta vie? Ça doit être terrible pour toi à ce moment-là. Bah écoute, j'avais retrouvé espoir à travers mon genou. Ouais. J'avais repris le sport, j'avais repris la boxe. Et là, il y a le confinement qui tombe. Donc, une nouvelle épreuve. Et je me dis, mais je vais jamais m'en sortir en réalité. Parce que là, on part sur un confinement. On ne sait pas dans combien de temps ça se termine. On voit le temps qui passe. Et à un moment, j'ai un déclic où je me dis, bon, là, je sors de ma rééducation. Mes potentiels adversaires, eux, étaient en pleine forme. Là, on est dans un confinement. C'est comme si on remettait vraiment tout le monde sur un pied d'égalité, sans mauvais jeu de mots par rapport à mon genou. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, bon, bah, eux aussi, ils perdent du temps. Ils ne sont pas dans la même optique que moi. Et c'est à moi de travailler 2 fois plus. Et c'est ce qui se passe. Juste après le Covid, donc début 2020-2021, je reprends avec un combat symbolique puisque je réaffronte le dernier adversaire que j'avais pu avoir avant ma blessure. Et je le bats de manière encore plus spectaculaire que... Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, tu as pu retester ton niveau tout de suite sur le même gars. Ah, c'est intéressant. Directement, c'était assez symbolique. Et à partir de là, ma carrière reprend. C'est la fin de ma carrière en boxe française. Et on passe au kickboxing. Ah, exactement. Donc ça, pourquoi ce choix-là? C'est t'avais envie de plus de professionnalisme peut-être, un peu d'argent, ou t'avais fait le tour de l'ABF, tu voulais tester sur d'autres gars? J'avais fait le tour de l'ABF, j'avais boxé tout le monde. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais que 20 ans, mais j'avais rasé ma discipline. Champion de France, multiple champion de France, champion du monde. J'étais déjà à la tête de série de ma discipline. Et c'est vrai, qu'en le disant maintenant, c'est vrai que le parcours est dingue. Mais j'avais toujours pas d'argent. J'avais toujours aucune visibilité, personne ne me connaissait et rien n'avait changé. Donc en vrai, j'avais perdu 3 années de ma vie, blessure plus Covid. Je me suis dit là, c'est mort. Je peux pas faire tout ça pour vivre que de mes souvenirs. Donc, je trouve pas qu'il y ait de sous-métier dans la vie, mais je me voyais pas aller travailler peu importe où après tout ce que j'avais fait. Et avec le talent que tu as aussi là-dessus. Tu te diriges vers le Mamoudi Gym. Pourquoi ce club-là et pas un autre? Donc, il y a une période de ma vie dont je ne parle pas beaucoup, mais qui a été quand même présente. C'est que je suis passé aussi dans les bras d'Alain Zankifo. C'est une légende de la discipline. Qui est une légende et qui est, lui, comment dire, c'est un des combattants pour moi qui a fait la plus belle transition de boxe française au kickboxing. On me l'avait conseillé lorsque je vivais sur Toulouse. Et à partir de là, on a fait une petite saison. J'ai fait une petite saison là-bas. Et par la suite, je me suis directement dirigé chez le Mamoudi Gym parce que avec Alain, ça se passait super bien, mais j'avais besoin d'une personne qui m'accompagnait dans mes rêves, une personne qui me permettait de rêver encore plus. Et c'est au Mamoudi Gym que j'ai retrouvé ça. D'accord. Puis il y a une confrontation aussi dans ce club, c'est du très haut niveau aussi. Très haut niveau. Ça se passe comment les premiers sparring? Bah écoute, les premiers sparring, on peut penser que je suis arrivé, qu'il y avait déjà Elias Mamoudi qui était présent. Non, Elias lui sortait d'une grosse désillusion avec le Covid toujours. Il a fait une préparation super intense
Et au moment de faire la pesée, on lui annonce qu'il est testé positivement au Covid, mais asymptomatique. D'accord. Donc à ce moment-là, en fait, il fait presque une dépression. Ok. Et, parce qu'il n'a pas la rentrée d'argent, il n'a pas le combat, il n'a rien, malgré tous les sacrifices. Donc à ce moment-là, j'y arrive et il n'y a personne dans la salle. Il n'y a quasiment personne. C'est vraiment un moment de creux dans la salle. Et je me retrouve vraiment avec Nordine Mahmoudi, l'entraîneur et Mamar. Et Mamar aussi n'était pas là. Et on est vraiment en duo, un duo. Il me fait comprendre que voilà, là, ça va être dur, etc. Et il me fait charbonner, mais c'est dur à en vomir. Je vomis, je suis seul. Okay. Je suis le seul sur qui peut s'acharner. Il n'y a plus personne à la salle. Donc il a trouvé une petite victime à ce moment-là. Et il y a cette anecdote où il me dit, Alexis, en vrai, tu as du talent. Tu viens, on peut faire quelque chose de toi, mais tu viens. On est bipé là, on peut dire des gros mots. Tu peux tout dire. Tu viens, à une condition, tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. D'accord. Et quand il me dit ça, je me dis, ah ouais. Et en vrai, je ferme ma gueule, je fais ce qu'il me dit. Et toi, t'es OK avec ça? Je suis OK avec ça parce qu'en gros, je sais qu'il me dit pas ça pour dire ça. Je vois le travail qu'il fait, je vois la pédagogie qu'il a. Et ça fait du bien en fait de se dire que. Parce que j'ai fait le tour, pas le tour de salle, mais j'ai vu un petit peu les gens. Le regard qui me porte, en gros, c'est waouh, trop bien ton coup de pied, comment tu fais? Des coachs qui me disent ça. Et moi, j'ai pas besoin d'un coach qui me dit ça, j'ai besoin d'un coach qui me dit il est bien ton coup de pied, mais tu pourrais faire encore mieux. Bien sûr. Et c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai pas besoin d'être le coach de la salle, je veux être le boxeur qu'on coach. Je veux pas être le coach. Faut pas des fans dans ton coin. Je veux pas de fans. J'aime pas. Bien sûr. Je dis pas que j'aime pas les fans, mais dans mon entourage proche, je veux aucun fan. Bien sûr, bien sûr. Après, les choses s'accélèrent parce que tu signes assez vite au One. C'est le One, pour ceux qui le savent pas, c'est la plus grande organisation, c'est l'équivalent de l'UFC, on va dire, pour le MMA. Comment elle se fait cette signature? Elle arrive vite? Elle arrive vite, mais c'est vrai qu'on oublie qu'il y a une période juste avant où j'ai charbonné très dur dans le circuit français et européen. J'ai boxé quand même près de 15 fois, je pense, en kickboxing avant de signer au One. Ah, il y a quand même 15 combats, ok. 15 combats en France et en Europe. Donc j'ai boxé au Muay Thai Grand Prix, qui est une grosse organisation française et européenne. J'ai remporté la ceinture du Muay Thai Grand Prix, la ceinture ISCA. J'ai fait près de 15-20 combats. Je faisais des combats, 3 combats dans le même mois, etc. Donc j'ai vraiment, on a fait ce pari-là de charbonner. Là, on allait vraiment au charbon de manière à se faire repérer par les grosses organisations. C'était ça notre objectif. Et en dehors même de se faire repérer par ces organisations-là, ce qu'on voulait, c'était signer et performer à très haut niveau et remporter les ceintures. Ok. Que ce soit au Glory ou au One Championship. D'accord. Ouais. Et la transition avec la BF, du coup, ça va assez vite ou c'est bête, hein, mais tu vois, de passer du fouetté à ton coup balancé, il y a les genoux. Ouais. Pour moi, la boxe, c'est la boxe. En gros, peu importe la boxe qu'on fait, il y a des similitudes dans le sens où il faut voir le cœur qu'on a quand on fait un sport de combat et à partir de là, on peut surpasser toutes les contraintes. Mais c'est vrai que en termes de technique, il y a pas mal de travail à faire, de réajustement à faire. Ouais. Et comme je suis un perfectionniste, pour moi, c'est 2 fois plus dur parce que quand on me dit qu'un middle, c'est comme ça, je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Donc, il y avait pas mal de réglages à faire, aussi bien sur la distance. Comme je disais, la boxe française, c'est une boxe d'évitement. Kickboxing, c'est plus de l'affront. Et je devais trouver aussi mon propre style. Donc, il y a eu pas mal de combats au début où j'allais vraiment à la guerre pour presque à la bagarre. Et là, on voit sur mes combats, maintenant, je me suis réapproprié ma propre boxe. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on voit que là, maintenant, c'est de la mécanique de haute précision, mais on voit un peu la BF sur les déplacements, le décalage, des choses comme ça. Puis des fois, quand il faut y aller, tu y vas aussi. Exactement. Et tu arrives à trouver ton style. Tu penses qu'il va continuer à évoluer encore ou l'idée, c'est... Ouais. J'ai que 26 ans. C'est vrai que quand on parle de ma carrière sportive, des fois, on a tendance à oublier mon jeune âge. Bien que j'en prenne, parce qu'on me voit boxer depuis des années maintenant, mais j'ai encore énormément de travail à faire, de l'expérience à prendre, et je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce que je suis. Alors on reparle du One, ils t'ont montré beaucoup de respect tout de suite parce que le premier combat que tu fais là-bas, tu prends la légende, je vais bien prononcer son nom, c'est Réjean Hersel, qu'on appelle l'immortel. Je crois qu'il n'avait pas perdu depuis 8 ans. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ok, tu vas prendre ce mec-là? Donc au moment où on m'annonce que je vais boxer, parce qu'il y a une passerelle, en fait, il y a le One Lumpini juste avant. Le One Lumpini, c'est un événement qui est organisé tous les vendredis soirs en Thaïlande, au Lumpini, par le biais du One. Et il y a le One Championship qui est l'organisation principale diffusée dans le monde entier. Et j'avais fait un premier combat au One Lumpini, ce qui m'a fait voir par le One et ce qui m'a fait être contacté pour... Donc il y a ce mécanisme-là qui a été mis en place, mais lorsqu'on m'annonce que je vais affronter Réjean Hersel, déjà, moi, j'étais chaud. J'étais chaud parce que je me suis dit, en vrai de vrai, je suis prêt et j'ai envie de faire savoir au monde que je suis prêt. Je ne suis pas allé dans le but de me faire taper, je ne suis pas allé avec le doute de perdre. Il n'y avait aucun moyen que je puisse perdre à ce moment-là. C'était... Après, il fallait être lucide. C'est comme une légende, ce mec. Et dans cette lucidité, aucun moyen que je perde. Mais il y avait
de chances qu'il gagne et 55% de chances que moi je gagne. Donc, pour toi? Ouais, pour moi. Okay. Moi, c'était du 55-45. Et pour les observateurs, tu penses que c'était... C'était du 95 pour lui et pour lui, c'est 5 ça. pour moi. Ouais, donc mais extérieur. Ok. Les gens de mon entourage et les gens qui me connaissent, ils savent que je t'ai dit que je parlais pas pour Ouais, rien. bien sûr. C'est-à-dire que les gens de mon entourage savaient que j'allais battre ce mec et que j'allais vraiment faire l'exploit. Mais il n'y avait aucun doute dans mon entourage. Incroyable. Et ça m'a conforté aussi dans ma façon de penser. Mais tout en étant toujours lucide, on n'est pas dans l'illusion ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que ce combat-là et cette victoire-là, elle m'a fait du bien parce qu'elle m'a fait comprendre que j'étais pas fou. Elle m'a fait comprendre à toutes ces personnes à qui je parle depuis que j'ai 14 ans que je suis pas fou. C'est assez incroyable. Ça m'amène à une deuxième question. On a un invité. Salut Alexis, ma question est la suivante. Est-ce que tu as peur avant de monter sur le ring et comment tu gères ton stress? Ah. Il s'appelle comment? C'est Maceo, c'est mon fils. Maceo. Ah. Il est passionné sport de combat aussi. Sérieux? Ouais. Non, ça me fait plaisir parce que justement, j'arrive à fédérer vraiment ouais. tous les âges. C'est impressionnant. Ouais. Quand on dit de 7 à 77 ans, c'est... Il était chaud bouillant en fait. Trop bien. Et du coup, pour te répondre, c'est vrai que le seul moyen pour moi d'évincer la peur avant de combattre, c'est le travail. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr que tu as peur avant de monter sur un ring et cette peur-là, elle est bien avant de monter sur le ring parce que même pendant ta préparation, dès que tu lui donnes un coup de poing, tu sais qu'en face, il va travailler pour, etc. Tu es rempli d'appréhension, mais tu es obligé de travailler 2 fois plus dur à chaque fois pour compenser cette peur. Et le jour du combat, c'est limite en fait si tu jouais pas un jeu de PlayStation et que tu étais le personnage principal et toi tu es juste en train de... Voilà, tu te laisses aller. C'est aussi simple que ça parce que tu as travaillé dur et que tu te fais confiance. Il faut se faire confiance, il faut croire en soi et à partir de là, ça passe tout seul. Et tu l'évalues à combien cette peur quand tu arrives dans les... Toi, pour moi, le pire moment, c'est quand... Dans le vestiaire. Ouais, c'est ça. Même à regarder les reportages. D'ailleurs, je vous recommande un reportage qui a été fait sur toi qui est très intéressant. Le combat de sa vie. Ouais, donc d'ailleurs, je vous recommande Le combat de sa vie. C'est un reportage qui a été fait sur toi qui est très bien réalisé, qu'en dit beaucoup. C'est vrai que c'est des moments très intenses. À ce moment-là, donc à quelques secondes, minutes du combat, t'en es où dans ta jauge de stress? C'est évacué ou elle est encore un peu là? C'est vrai que là où je suis content, c'est que... et que je me rends compte de ma différence, c'est que j'ai passé ce stade-là maintenant. D'accord. Que j'ai eu pendant de très 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 nombreuses années, où tous les combattants pourront se reconnaître. C'est ce truc où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ouais, bien sûr. Et ça, c'est une sensation que tout le monde a pu ressentir. Et maintenant, c'est vrai que j'ai passé ce cap-là et maintenant, je sais ce que je fais là. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment... Là, je me dis, ah ouais, là, t'es plus comme les autres. T'es vraiment... En fait, tu es un niveau au-dessus. Là, c'est une autre sphère, c'est ton travail. Tu sais ce que tu fais là. Tu t'as mis des étoiles dans les yeux de tout le monde en racontant ta vie, en boxant, en faisant des interviews. Tu racontes pourquoi tu es là, ce qui t'arrive. Et tu mets des étoiles dans les yeux de tout le monde. Et maintenant, en fait, c'est ça. Tu es là pour faire rêver les gens et kiffer. C'est important que moi aussi, je prenne du plaisir. Tu arrives à prendre du plaisir même avec ce niveau d'enjeu, d'adversité. Franchement, là, aujourd'hui, je kiffe ce que je fais. Ah, c'est génial. Et je suis fier, en fait, de ce que je fais. Tu vois, quand tu vois les teasers juste avant le combat où tu vois ta famille, tes amis. Là, sur mon dernier combat, j'ai pu faire une vidéo justement avec mon vidéaste où on voit tout mon quartier qui court, et la ceinture, etc. Puissant, c'est sûr. C'est super puissant et non, je sais ce que je fais là et j'ai juste hâte, c'est de monter sur le ring et faire rêver les gens. Autre chose qui m'a marqué dans la préparation du combat, alors je ne sais pas si c'est la touche du Mahmoudi Gym, parce que je ne les connais pas, mais on voit que c'est quasiment scientifique. Enfin, ils savent très très bien où ils veulent aller, ce que va faire l'adversaire, ce que toi tu dois faire, ce que lui va faire par rapport à tes attaques à toi. Et on voit qu'il y a une approche qui est très technique, voire scientifique. Tu es d'accord avec ça ou Bien sûr, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais quand je te dis rien, c'est rien. On part en guerre. On part en guerre, c'est vraiment la bataille navale ou un jeu d'échecs, je ne sais pas comment tu veux qualifier ça, mais c'est stratégique. À ce niveau-là, on ne se suffit plus à soi-même. On a besoin d'une équipe, on a besoin de mettre en place des stratégies et c'est comme ça qu'on peut gagner seulement. C'est ce que tu disais, c'est le jeu vidéo. En fait, ton corps, il est là, puis maintenant, il faut le piloter. Exactement. On a travaillé des choses pendant des heures, des centaines d'heures, et maintenant, il faut l'appliquer. Et chacun des combats que je fais, chacune des stratégies que je mets en place pour chacun de mes adversaires va me servir en tant que boxeur pour ma carrière à venir parce que lors de ce combat-là, je travaille ça, lors du combat, je travaille ça. Et il faudra réappliquer ça en temps voulu. Et donc, c'est ce que tu as réussi à faire. Donc, le 24 avril dernier, tu bats l'immortel. C'est un combat c'est un bonheur de très très haut niveau, un combat de titan. Ça va à la décision. Est-ce que tu es sûr et certain qu'elle est pour toi à ce moment-là? À ce moment-là, je suis persuadé que j'ai gagné. Après...
parce que sur le ring, tu ressens les choses. Il y a des choses qu'on voit dans le ring et des choses qu'on ressent dans le ring que personne d'autre ne peut ressentir. Et je le voyais dépasser en réalité. Il donnait tout, il allait pour faire la bagarre, etc. Mais il savait qu'il était en retard et je lui faisais très mal aussi bien dans les jambes qu'en poing. Bien qu'il sort les calf kicks qui le déstabilisent vachement. C'est de la stratégie. On a travaillé le calf kick. On est d'accord. Pendant des dizaines, des centaines d'heures. Le déplacement, lorsqu'il vient sur moi, le crochet pour sortir, etc. On l'a travaillé. Ses coups de genoux sautés, j'en ai bouffé. Et c'est vrai que pour moi, en vrai, il n'y avait aucune situation inconnue lors de ce combat-là. D'accord. Donc, tu es sûr à 100% que la décision elle va aller pour toi. Qu'est-ce qui fait la différence, outre ta préparation, la stratégie? Est-ce que lui, il n'a pas bien préparé le combat Non, je pense que la différence qui lui a coûté la victoire, c'est la même différence qui m'a coûté la j'allais t'en parler, bien sûr. C'est cette flamme-là, c'est cette envie. Je pense qu'il était habitué à gagner. Il était habitué, lorsque tu es habitué à quelque chose, ça va se passer de la même manière. Et il ne s'attendait pas à ce qu'un jeune homme comme moi ait cette flamme. J'ai eu une flamme incroyable qui m'a légèrement manqué, je pense, sur le deuxième combat. Bien que c'était un combat incroyable, cette revanche-là. Niveau fou. Mais cette flamme-là, quand je me vois à travers les vidéos, je vois la flamme que j'ai dans le regard. C'est pas la même qu'il y avait lors du deuxième combat. C'est Rocky 3 en fait, là, l'œil du tigre. T'as perdu la flamme. Non, parce qu'il se fait étaler. Rocky 3, quand même pas, j'irais pas jusque-là, tu vois. Parce que tu vois, dans Rocky 3, Rocky 4, tu vois, cette notion d'embourgeoisement, pas mal de choses. Moi, c'est vraiment juste que j'ai un léger manque d'expérience peut-être. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire et il en a voulu légèrement plus peut-être lors des 2 premiers rounds. Mais c'était un combat très serré. C'est très serré. Je reviens juste sur l'après-victoire parce que c'est un exploit monumental et on est sur du très haut niveau. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de boxeurs français qui ont atteint ce niveau. On a des légendes évidemment, le Banner, il y a eu Doumbé, mais on parle d'une poignée de gens, je pense. Médiatiquement, il se passe quelque chose, tu es reçu chez Click, il y a pas mal d'émissions qui te regardent. C'est un bouleversement dans ta vie aussi? C'est un bouleversement à la fois oui et non. Donc on me reconnaît davantage dans la rue, on comprend davantage ce que je fais et qui je suis. Mais c'est vrai que selon moi, c'est quand même toujours pas reconnu à sa juste valeur. D'accord. C'est-à-dire que c'est reconnu par les gens qui suivent les sports de combat ou les gens qui m'ont aperçu. Mais un exploit comme ça, et je dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, bien sûr, mais ça mérite quand même d'être bien plus reconnu et bien plus mis en avant. Maintenant, c'est pas ce qui m'importe, ça m'importe pas tant que ça, mais il y a eu un avant, il y a eu un après, mais pas non plus monumental. Alors, ce qui est fou, c'est que le premier gros coup de projecteur que tu as reçu, c'était Karaté Bushido et Greg MMA. Et donc, il faut attendre que tu fasses un exploit monumental comme ça pour que les médias reparlent un peu plus de toi. Bien sûr, les médias parlent de ce dont les autres médias parlent. En réalité, exactement. C'est rare qu'un média veuille prendre la parole, se lancer sur un sujet qui ne fera parler qu'eux. Donc, mais après, j'attends pas forcément de faire parler de moi. Ma vraie reconnaissance, moi, et mon vrai plaisir, c'est de faire rêver les gens qui sont autour de moi et puis je vois que là c'est vraiment à ce niveau là le statut, ce truc très fédérateur que je véhicule, c'est ça ma vraie récompense. Ça m'amène à une autre question, parce que les médias ça implique des fans et peut-être des sponsors aussi. C'est Salia qui voulait te poser une question. Hello Alexis, j'ai une petite question pour toi. Quel est ton rapport avec tes fans, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie quotidienne? Ok, je vais te répondre Salia. C'est vrai que ça fait un moment que je me rends compte que c'est dur à dire, parce que c'est très compliqué à accepter, mais j'ai énormément de fans. Non, c'est magnifique. Mais c'est vrai que ma simplicité fait que j'ai du mal à accepter que des gens soient fans de moi. Mais d'un côté, il faut l'accepter de manière à mieux le gérer. Et donc, je suis très proche de mes fans. Mais je préfère dire communauté. Parce que dans ce côté fédérateur que je veux véhiculer, tu vois, ça me parle plus. Mais je suis très proche de ma communauté et je reçois beaucoup de messages très positifs dans la victoire comme dans la défaite en réalité, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Et c'est là où je me rends compte que le travail que je fais en vrai, il est super positif et que je ne suis pas le champion que par la ceinture et je ne suis pas le champion que par la réussite sportive. Je suis le champion par ce que je véhicule à travers mes aventures sportives, mes aventures humaines. Et il y a ce que tu dégages, parce qu'il y a des athlètes qu'on va détester, qui cultivent ça, mais toi, on voit que tu es un mec qui est cool, qui est respectueux, bienveillant, puis quand tu es sur le tapis,
dans le ring, pardon, Ouais. ça rigole plus. Donc il y a aussi, je pense, des gens qui peuvent s'identifier à ça. On peut être un guerrier et être poli, respectueux dans la vie aussi. Ouais. C'est ce que j'ai pas envie de donner une image de moi qui ne me ressemble pas. Ouais. Après, voilà, j'ai mon caractère, j'ai mes travers. Ça veut dire que je suis pas parfait, je suis pas la meilleure personne du monde, etc. Mais je suis authentique. C'est-à-dire que si on se croise dans la rue et que tu fais quelque chose de bon, je vais répondre par quelque chose de bon. Si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je te le dirai sans m'en cacher. Mais non, c'est comme tu me vois sur les réseaux, je suis authentique. Donc ton rapport aux fans, quelque part, il est vrai. Ouais, il est vrai. Okay. Et d'ailleurs, en dehors de ça, c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui fonctionne à la motivation, mais plus à la discipline. Ça, j'aime bien le répéter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un cercle positif. C'est-à-dire que je les motive, je les inculque un petit peu, je leur inculque ma discipline. Mais avec leur message aussi, lorsque le matin, j'ai un peu plus de mal à aller m'entraîner. Quand je vois certains messages, des messages qui me montrent que j'ai changé leur vie, bah là, c'est vrai que je me dis, ah ouais, allez, on y va. Et c'est vraiment super positif. Et du coup, donc, t'es boxeur pro, t'as une communauté, il y a des marques qui te soutiennent. Est-ce que tu arrives à vivre que de ça maintenant ? Là, actuellement, voilà, j'ai arrêté de survivre. Maintenant, je commence à vivre de mon sport, de mes sponsors, de mes primes de combat. Mais c'est étape par étape. Là, je commence à vivre correctement de ce que je fais. Mais le chemin est encore long et voilà, on a toujours ces risques de blessure ou quoi que ce soit. Donc, faut mettre tout ça à l'abri, on va dire. Bien sûr. Bon, on a parlé de cette victoire, on a commencé à parler de ce match retour où tu perds la décision. C'était le 5 octobre. Dernier, donc c'est très, très, très récent. Tu as commencé à l'aborder, tu as déjà compris les raisons de cette défaite. Est-ce fait à la décision ? Même question pour le premier match. Est-ce qu'à la décision, tu sais que tu ne vas pas gagner ? Non, pour le coup, à la décision, c'est très mitigé, c'est très serré. Et pour te répondre, je vois pas forcément ce combat-là. C'est une défaite sur le résultat, mais c'est pas un échec ce combat, dans le sens où j'aurais pu venir sur ton émission et te raconter ce combat-là. Et en fait, que le résultat soit une victoire, parce que c'était un combat très, très, très serré. Si tu veux, vraiment, dans le dénouement du combat, il vient avec cette flamme-là dont je te parlais tout à l'heure, sur le premier et le deuxième round. Moi, j'ai travaillé d'arrache-pied comme un chien. Donc, mon cardio, je sais qu'il est là. Et je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, les médias, l'engouement et tout, j'ai eu une petite pression que j'avais jamais eu. J'étais le champion. Et j'ai pas réussi à me lâcher comme je l'ai toujours fait. Et après, sur le 3e, 4e et 5e round, là, en vrai, je suis de retour. Et pour moi et pour beaucoup de personnes, en vrai, le 3e, 5e round, je les gagne. Et le 4e, c'est ce petit 4e round qui est charnière et qui aurait pu être donné à lui comme à moi. On va pas chipoter là-dessus. S'il m'a pas été attribué, c'est que j'en ai pas fait assez selon moi. Mais que voilà, c'est quand même un exploit incroyable. Et bien sûr. Je vois pas ce combat-là comme un échec. Parce que j'aurais pu revenir vraiment et parler de la même chose sur tous les médias de France et parler de ce combat-là avec fierté. Il faut que je parle de ce combat-là avec fierté. C'est comme un médaillé de doigts d'argent olympique. C'est un exploit. Bien sûr. C'est un exploit. Donc, je suis quand même le numéro 1 français de ma catégorie. Je fais partie de l'élite mondiale. Je suis parti du top 3 des meilleurs combattants de ma catégorie. Faut pas... J'ai appris à ne pas négliger ce que j'ai fait. Et c'est bien. Et pour autant, te connaissant, ça peut pas s'arrêter là. Ça peut pas s'arrêter. Il y aura un 3e combat forcément. Il y aura une trilogie. Donc là, voilà, c'est du business aussi. Vous discutez du business, en ce moment, c'est ça. Le One Championship est en train de gérer tout ça. Faut savoir que donc le champion actuel, donc Rejan Hersel, c'est aussi le champion en Muay Thai. Donc là, nous, on s'est confrontés pour le kickboxing, affronté en kickboxing. Et donc là, il sait pourquoi il le fait. Là, je pense qu'il sait que la belle, ce sera pas la même chose et que je suis plus déterminé que jamais. Genre, cette flamme, elle est revenue. Je suis déjà de retour à l'entraînement et que là, l'objectif, c'est de récupérer la ceinture. Donc il va, je pense. Ah là, t'es déjà de retour à l'entraînement ? Là, je suis déjà de retour à Ça l'entraînement. fait juste quelque chose. Ah oui. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. J'ai bien profité. Maintenant, on est à. Attends, là, c'est que le début. C'est que le début. Faut pas rigoler. Attends. Donc je suis déjà de retour à l'entraînement et avec l'objectif de récupérer cette ceinture. Maintenant, lui, il esquive comme il peut. Là, il est parti défendre sa ceinture en Muay Thai. C'est ça son objectif. On va lui laisser un peu de temps. Moi, je vais continuer de prendre peut-être de l'expérience. C'est soit je le boxe direct, soit je boxe d'autres gars. Mais dans tous les cas, je vais frapper des gens et prendre de l'argent. Et si c'est pas que de l'argent, ce sera la ceinture avec. D'accord. Donc là, tu gagnes le premier. Il gagne le second. Ça y est, vous vous connaissez. Donc il n'y aura plus la surprise, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence, d'après toi, sur le 3e combat ?
Écoute, c'est un combattant d'expérience. Le premier combat, je l'ai battu, je pense que je l'ai surpris. Mais c'est pas que la surprise, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de chance. Non, c'était du travail, c'était tout. Il n'y a pas de place pour la chance lorsqu'on affronte des personnes de ce niveau-là. Bien sûr. Le deuxième combat, je pense qu'il s'attendait à me mettre KO assez rapidement, pareil, parce qu'il pensait peut-être, il s'est peut-être même laissé convaincre par les gens que c'était de la chance. Je lui ai montré que non, et que même dans son registre à lui, parce que si on regarde le deuxième combat, moi, ce qui m'a manqué, selon moi, c'était ce petit côté stratégique. Là, j'y suis allé un peu plus avec l'ego, j'ai voulu lui montrer que non, c'était pas de la chance. Et c'était un léger manque d'expérience. Mais ça, c'est des petits détails qui font des grandes différences. Et en réalité, j'aurais boxé comme au premier combat sur le deuxième combat, parce que je pensais qu'il allait réadapter sa boxe, apprendre à bloquer. Non, rien du tout. À ce niveau-là, non, lui, il fera toujours la même chose. Par contre, moi, j'ai une marge de progression encore incroyable. Et le prochain combat sera encore totalement différent. Et il sait que je vais gagner pour le prochain combat. Il le sait. il le sait. Ah, il le sait. Ok, parce que tu peux pas t'entraîner plus que ce que tu fais. Donc là, on va être dans du micro ajustement. Je peux pas plus m'entraîner en quantité, mais je peux mieux m'entraîner en qualité. D'accord. Donc encore plus s'adapter à son style à lui, ou c'est justement plutôt faire parler le tien encore plus? Après, je vais pas faire une fixette sur lui, je vais faire une fixette sur moi. J'ai encore pas mal de travail sur. Après, c'est vrai, hein, c'est des détails. Mon niveau là, actuellement, j'ai pas 36 000 choses à modifier, mais les petits détails font les grandes différences. Et ça va être une question de timing, une question physique, une question de plein de petits détails additionnés feront de moi un athlète bien plus puissant. J'ai une marge de progression encore incroyable, et c'est ça qui est génial. T'as 26 ans, quoi. Ça, c'est ça qui est dingue. C'est une défaite qui est ta première défaite dans ta carrière professionnelle. Est-ce que pour toi c'est complètement anecdotique, tu t'en fous, ou est-ce que c'est venu piquer quelque chose un peu à l'ego? Non, je peux pas dire que je m'en fous. Maintenant, personne n'aime perdre. Personne n'aime perdre, mais comme je te disais, tu vois, c'est une défaite comme ça où tu te dis qu'en réalité, je me voile pas la face en me disant oui, j'ai quand même gagné. Non. Là, il y a la défaite qui est là. Donc, je déteste ça. Je l'ai très rarement vécu, même jamais sportivement en professionnel. Je ne veux plus jamais le vivre, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je suis déjà à l'entraînement. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment perdu? Tu vois, c'est ça la question que je me pose. Dans le sens où j'avais tendance, et je le dis toujours, je suis le champion du peuple. Et est-ce qu'être champion, ça se résume à la ceinture ou à tout ce que je véhicule, à tout... Tu sais, je suis dans mon quartier et il y a différentes façons. Les gens m'abordent tous différemment. Ça va être de l'ancien, un petit peu, comme on va dire, personne un peu plus âgée que moi, qui va me dire, franchement, Alexis, grand respect pour ce que tu as fait, c'est incroyable. On s'est réveillé, etc. Et on voit l'enfant qui est à côté, son enfant qui est à côté. Les plus jeunes, un peu plus street du quartier. Normalement, tu l'as niqué, normalement, c'est toi qui le dis, etc. Mais j'ai reçu tellement de messages positifs. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, dans notre société où on a cette culture de la gagne, et lorsque tu perds, tu es un perdant. Là, en réalité, il y a la défaite, mais ça ne me fait pas de moi un perdant. Et ce combat-là n'a pas défini ce que j'étais. Donc, j'ai trouvé ça magnifique et ça m'a vraiment rendu d'autant plus fier de ce que je fais. Et là, on retourne au charbon. C'est beau ce que tu dis, parce que je reviens là, tu reparles de ton quartier. Il y a souvent des problèmes avec les gens quand ils commencent à péter. Je parle des footballeurs, des rappeurs, quand ils retournent chez eux, ça se passe pas bien. D'ailleurs, c'est Sosomanes, l'artiste, qui avait fait une interview assez remarquée là-dessus. Il disait en fait, il faut quitter le quartier parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes. Et toi, ce que tu nous dis, c'est que quand tu reviens chez toi, ça change rien. Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à te soutenir et sont pas malveillants parce qu'ils voient la hype arriver, etc. C'est pas le cas de ton côté, manifestement. Je saurais pas trop t'expliquer pourquoi. C'est vrai que il doit y avoir de la jalousie. Hein. Faut pas se voiler la face, faut pas vivre dans le monde des bisounours. Il doit y avoir de la jalousie, il doit y avoir plein de choses que j'ignore, des suspicions, pas mal de choses. Mais c'est vrai que la personne que je suis, la façon dont je m'exprime, la façon dont je suis avec les gens, je suis quelqu'un d'assez bienveillant, je fais en sorte de faire le bon autour de moi. Je veux pas être aimé de tout le monde, hein, mais je fais juste les choses correctement, avec respect. Et je pense que lorsqu'on se sent valorisé ou respecté au quotidien, ça, je pense que ça fait du bien. Après, faut faire attention, mais il ne faut pas être parano non plus. Est-ce que le fait que je fasse un sport de combat aussi et que les gens savent que je peux les cogner, j'allais forcément te demander. Ça peut jouer aussi, Ça peut jouer aussi, mais non, toujours avec le smile, on rigole, on est tranquille. Ça m'amène à une autre question, c'est Océane, tu vas voir, elle est en lien direct avec ce qu'on est en train de dire. Salut Alexis, moi c'est Océane et j'avais une petite question. Je me demandais comment tu gères tes réseaux sociaux et comment tu gères les commentaires négatifs des haters qui sont parfois pas très sympas.
Et voilà, comment tu arrives à prendre de la distance avec tout ça. Merci. On a regardé, t'as pas tant de haters que ça. J'en ai pas tant que ça. Je pensais pire parce que toi, les gens, c'est ce que tu disais, quand tu gagnes, t'es le meilleur et puis tu te fais démonter juste après. C'est quoi, t'as des haters? Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte ou tu t'en fous ou... Non, il y a des haters. Ouais, il y a des haters. Après, moi, ça m'impacte pas tant que ça. Tu vois, en vrai, il y a des cons partout, comme on dit. Ouais. C'est vrai que ce qui peut m'énerver vraiment, c'est le truc où je me dis, les gens se permettent juste derrière les réseaux sociaux et derrière une caméra, les gens se permettent parce qu'ils savent que je peux pas les attraper. Tu vois. Et des fois, il y a cette situation d'impuissance où on se dit, en vrai de vrai, la même personne, des fois, où tu reçois des messages de personnes qui te parlent mal et tu sais que tu le sais. Ils vont te croiser dans la rue. Oh, bravo, félicitations, j'aimerais trop faire une photo avec toi. Et en vrai, ça enrage. Ça enrage. Après, en dehors de ça, je prends vraiment de la distance sur ce que je fais. Moi, mes réseaux sociaux, c'est mon outil de travail. Pour répondre en plusieurs étapes, comment je gère mes réseaux sociaux? Je les gère seul. D'accord. Donc, c'est moi qui gère mes réseaux avec ma direction artistique. Ça fait très longtemps que je suis dans ça. Moi, je kiffe tout ce qui est mode, musique, etc. C'est ta génération, vous avez un truc en plus. Mais en dehors même du fait que ce soit ma génération, c'est quelque chose vraiment qui fait partie de moi. J'adore vraiment tout ce qui est mode, musique, tout ça. J'aime me mettre en lumière. J'ai cette fibre artistique qui me met en lumière et qui définit pas mal ce que je suis. Après, là, je bosse avec une attachée de presse de qualité qui nous a mené même jusqu'à cette interview, qui est Neta. Voilà. Mais en dehors de ça, non, j'ai ma petite équipe aussi. J'ai mon vidéaste Valentin Lassuie avec qui on a fait justement le documentaire. Et toutes mes belles images, c'est vraiment avec lui que je les fais. Mais ma direction artistique, là, c'est toi qui l'as choisi directement. Je l'ai choisi, ouais. Et les haters, ils ne m'impactent pas tant que ça. Mais il va plus impacter mes amis, ma famille, etc. Mais en dehors de ça, maintenant, contre les haters, j'ai une brigade qui s'est fondée toute seule. Hein. C'est pas vrai. J'ai des contre-haters. C'est une équipe de fans. C'est incroyable. Tu m'insultes, tu t'insultes. Tu vois ou pas? Donc, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment des fois, je vois les trucs. Je regarde, je rigole. Dès que j'ai un petit message comme ça, carrément, si je veux envoyer ma brigade, je leur dis c'est trop ça. Non, en vrai, tu vois, c'est bien. Tu vois, ça. Et tu sais, ça, de toute façon, ça crée aussi un engouement, une émulation d'engagement. C'est ça, j'ai des contre-haters. C'est trop marrant ça. Je le disais quand je te présentais, tu as réussi à mettre de la hype sur le kick. La vérité, c'est que plus personne n'en parlait, ou quasiment plus en tout cas, alors que c'est le MMA évidemment qui est en train de tout truster. Est-ce qu'une transition dans quelques années vers le MMA, tu as déjà pensé? Est-ce que ça peut arriver ou pas du tout? Tu te positionnes comment par rapport à ça? C'est assez compliqué parce que en dehors du MMA, j'ai la tête remplie de rêves qui n'ont rien à voir avec les sports de combat. Quand je te parle de cette fibre artistique, moi je kiffe vraiment tout ce qui est mode, musique et le cinéma par exemple. Donc c'est vraiment des directions que j'aimerais prendre sans forcément prendre plein de coups dans la tête. Ok, je comprends. Mais en dehors de ça, c'est vrai que quand je vois tout ce qui se passe autour du MMA, en réalité, si j'avais pris un titre UFC par exemple, plutôt que du One Championship, ma vie aurait basculé du tout au tout. Ça aurait été totalement. C'est des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est des choix vraiment à faire. Et faut pas être rêveur, faut se donner les moyens de faire les choses. Donc si je dis que je joue au MMA, faut que je travaille derrière. Bien sûr. Et je le fais pas assez à une assez grande échelle pour me permettre de dire que j'irai en MMA un jour. Mais le jour où, en tout cas, si jamais si je vais en MMA, tout le monde le saura et je serai plus que prêt. Je serais plus que prêt. Mais c'est vrai que moi je t'ai découvert il y a quelques années avec la vidéo de karaté Bushido, donc je m'étais dit bon, il ira forcément vers le MMA à un moment, mais là effectivement ce que tu es en train de construire mine de rien dans le kick, ça remet de la hype, de la lumière et tu vois la question là je te la pose mais elle est un peu moins évidente. Tu peux clairement, je pense, avoir aussi encore un long chemin sur la boxe pied-point et peut-être t'arrêter là-dessus aussi. Parce qu'il est en train de se passer des choses aussi. Quoi. Il est en train de se passer des choses. C'est vrai que je remets un petit peu des étoiles dans les yeux des gens. Je pense que chaque discipline a besoin d'avoir un petit côté star, on va dire. J'estime pas être une star, mais faut faire rêver les gens. Faut faire les rêver les gens. Faut que les jeunes boxeurs aient des idoles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent Alexis, mais quel type de gants quand il boxe? Quel type de chaussures? Quel type il s'entraîne? Quel short? Et comme le football, comme un jeune boxeur, regardez Ronaldo, Messi, il a ces crampons-là, je veux les mêmes. Et on a besoin de ça pour construire des champions. On a besoin de rêves, on a besoin de posters, on a besoin de ceci. Et je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui se négligent et qui ne réalisent pas l'impact qu'ils peuvent avoir sur les plus jeunes ou les plus anciens. Et en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr. L'émission elle s'appelle Panache. Est-ce que tu aurais en tête un ou plusieurs moments clés dans ta vie où un peu seul contre tous,
tu t'es dit non, moi je vais le faire, je vais y aller, quelle que soit l'adversité, c'est mon choix et je sais que ça va marcher. Tu as des moments clés un peu décisifs comme ça en tête? Bien sûr, il y en a plein. Bah, déjà, en gros, là, c'est pas sur celui-là qu'on va s'arrêter, mais c'est presque la conclusion, c'est le combat face à Regan Hercel. Déjà, ce combat-là, à ce moment-là, on se dit que Alexis, tu ne peux pas le faire. En vrai, t'as entendu ça? Tu peux pas le... Bah oui, je vois les messages, il va se faire frapper, il va se faire taper, il est inconscient, mais pourquoi il y va? Dommage, je l'aimais bien. Tu vois, des mecs comme ça, je dis ouais, continue de l'aimer, mon gars. Mais en dehors de ça, même avant même d'en arriver à ce niveau-là, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en centre de formation, à mes 15-16 ans, je disais, je vais vivre du sport, je vais être le meilleur boxeur de ma génération, etc. Il me disait, mais non, Alexis, pense à ce cursus scolaire. Je disais oui, mais moi, en vrai, je vais vivre de ce sport-là. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc-là où on ne croyait pas en moi. On me dit, oui, mais tu sais, Alexis, c'est rare les boxeurs qui peuvent en vivre, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et ça, c'était des personnes qui étaient dans le milieu de la boxe qui me disaient ça, donc des personnes au niveau fédéral. Et je leur ai dit, non, je vous verrai. Je vais me donner moyen de réussir mon cursus scolaire. Donc, j'ai eu mon bac économique et social. J'ai passé mon monitorat, mon BPG, etc. Mais à côté de ça, je vais vivre de mon sport. Ne me parlez pas d'aller travailler, de faire un 35 heures. Non, je ne suis pas comme les autres et je ne veux pas être comme les autres. C'est ça le panache, c'est avoir fière allure, du brio, y aller et croire en soi aussi. Et la meilleure réponse, c'est d'y arriver en réalité, la réussite. Exactement. Et je préfère échouer que regretter. Donc, en vrai, peu importe. Très, très juste. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Ça passe très, très vite. Super vite. Hein. Merci. On va faire un petit portrait. Si tu devais choisir une qualité par secteur de combat chez tes combattants préférés, vedettes, ça serait lesquels? On va commencer par l'anglaise. Si tu devais prendre la boxe anglaise d'un combattant, mais tout sport confondu. Vivant, mort, peu importe. Vivant ou mort, ce que tu veux. Et même, si tu veux un petit joker d'un personnage fictif, tu peux le faire aussi. On va commencer par l'anglaise. Ça serait qui? L'anglaise, je vais prendre l'anglaise de Hippo. Hippo. Dans Hajime no Ippo, c'est un manga. Ok, ah non, je cherchais le boxeur. Non, cherche pas. J'ai pas celui-là. Tu m'as dit fictif. Non, Hippo, Hajime no Ippo, c'est un des animés qui m'a vraiment mis dans le truc. À partir du moment où j'ai commencé la boxe, c'est un des premiers combattants que j'ai regardé. D'accord. Donc Hippo, c'est si tu aimes les sports de combat, et si vous aimez les sports de combat, Hippo. Je vais regarder ça. Au niveau des kicks. Des kicks, franchement, je dirais. J'hésite entre des anciens, entre Mirko Krokop et Oust. Mais je vais rester sur Oust. Ernesto Oust. J'aime trop le low kick de Oust. C'était une folie, lui. C'était une folie. Au niveau du cardio. Le cardio, franchement, Alexis Nicolas. Ouais, t'es bien sur le tien. Franchement, cardio illimité. Très bien. Je pense que j'ai un cardio. Je me fais confiance niveau cardio. Magnifique. Sur le mental. Sur le mental, Elias Mahmoudi, donc, mon partenaire d'entraînement, il a un mental à toute épreuve. À toute épreuve. Au niveau du style de combat maintenant. Style de combat, Amri Madani. Amri Madani, c'est un boxeur de boxe française. Donc là, c'est vrai que sur des combattants pas très communs, là, on a qui vont ouvrir un petit peu les gens à différents combattants. Amri Madani, c'était un de mes modèles en fait en boxe française. Et super fort avec des jambes vraiment déliées, etc. Et je pense qu'avec mon cardio, avec la boxe d'Hippo, le mental d'Elias, il y a de quoi faire quelque chose de puissant avec son style de boxe. Et enfin, un dernier point, ça serait au niveau du charisme. Est-ce que ça serait un charisme un peu à la Emelianenko Fedor? Je sais pas si tu as la référence. Quelqu'un de très calme. Niveau charisme, ce serait Ali. Ah voilà. Ali, tu vois, vraiment quelqu'un qui fait passer ses messages, qui a réussi à utiliser son statut pour faire passer les messages, pour diviser, fédérer, mais quelqu'un qui n'a eu un passage sur Terre, qui n'a laissé personne indifférent, et Ali. Ok, donc là on a ton combattant idéal. Il y a un peu de tous ces gens-là en toi, en vrai, un peu? Ouais, je pense un petit peu, c'est des grosses inspirations pour moi, et des personnes soit que je côtoie, soit qui m'ont inspiré, donc... Ton surnom c'est Barbosa, rien à voir avec le pirate des Caraïbes et tout ça, c'est une référence à un combattant UFC brésilien. Exactement. Et pourquoi tu as choisi du coup ce surnom-là? Parce que je m'appelle Alexis Nicolas, donc Alexis mon prénom, Nicolas mon nom de famille, j'aime bien répéter ça, mais c'est très très simple, Alexis Nicolas. Et lorsque j'ai voulu créer mon compte Instagram vers 15 ans à peu près, il y en avait trop. Alexis.Nicolas, Alexis Nicolas 76, Alexis. Non, j'ai dit. C'est marrant. Et du coup, je savais vraiment pas quoi mettre. Et la seule chose que j'avais trouvé, c'était
j'avais dû regarder un combat de lui et la veille ou quoi, et Barboza. Et comme c'était déjà pris, j'ai mis un V, donc BVRBOZA. ça vient de là. Et même ça, c'était déjà pris, donc j'ai mis un petit tiré du bas à la fin. D'accord. Mais voilà pourquoi. C'est quelqu'un que tu as beaucoup suivi Pas tant que ça, mais c'était un combattant auquel je me suis identifié en fait, par son style de combat. J'ai aimé la classe qu'il avait quand il combattait, son style de combat. J'étais pas un grand fan, mais je kiffais. Et après, maintenant, en vrai, ça m'a suivi. Hein. On m'appelle Barbo. Donc, Alexis, ça nous amène à la toute dernière question. Déjà, tu as emprunté donc, ton surnom à un combattant. Et peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura des petits combattants qui mettront ton nom, ton prénom en surnom parce que tu seras devenu une référence. Est-ce que tu aurais un dernier message d'inspiration aux jeunes boxeurs qui voudraient se lancer et atteindre leurs rêves comme toi ? Écoute, c'est pour ces jeunes-là que je boxe en réalité. Parce que je m'identifie à eux comme ils peuvent s'identifier à moi. J'aurais aimé qu'à leur âge, j'ai une personne qui puisse me faire comprendre que voilà, en partant de rien, on peut arriver à de grandes choses. J'ai pas envie juste de faire croire qu'il faut rêver pour y arriver. Non, cette notion de travail, c'est vraiment ça que je fais en sorte d'inculquer aux jeunes. Et le travail, la persévérance et croire en soi. Et à partir de là, le monde est à vous sans aucune limite. J'aime beaucoup, beaucoup ta conclusion. Elle est assez parfaite. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, franchement, j'ai passé un super bon moment. Merci à toi. Et merci à toi pour le travail de recherche. Ça fait toujours plaisir. C'est un grand plaisir. Donc, c'est la fin de cette émission. Vous avez vu, c'est passé super vite. J'aurais pu discuter encore des heures avec toi. Voilà, on était très contents de recevoir Alexis, qui est un rôle modèle. C'est un peu ce que tu viens de raconter aussi. Voilà, c'est un combattant, mais vous voyez qu'il y a toujours beaucoup d'autres choses derrière. C'est donc la fin de cet entretien. On vous invite évidemment à commenter, liker, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les nôtres, ceux d'Alexis. Il est déjà très très fort, mais on va essayer de lui apporter encore un peu plus de force. À l'image et au son, comme toujours, c'est mon incroyable Hugo qui était là. On va remercier également Océane pour les questions des internautes. On remercie Neta, ton attaché de presse incroyable qui fait un boulot de fond formidable aussi. Voilà, on vous attend nombreux sur les commentaires. On va continuer à te suivre. Je te souhaite vraiment le meilleur. C'était un bonheur de te recevoir. Et je te dis à très bientôt. Salut Alexis, à très vite.